1er novembre 2015. Pourquoi partir au Liban et en Syrie? C'est vrai, on ne pense pas forcément à un pays en guerre pour partir en voyage. Je m'appelle Raphaël Berland, j'ai 37 ans. Je n'ai pas de carte de presse et je ne suis passé par aucune école de journalisme. Je suis un simple citoyen, indigné par le manque d'honnêteté de nos grands médias. En 2012, avec d'autres bénévoles, j'ai monté un média citoyen sur Internet, le Cercle des Volontaires, notamment pour répondre aux médias mensonges diffusés dans les médias mainstream à propos de la guerre en Libye et de la guerre en Syrie. Je supportais mal que nos soldats soient engagés dans des opérations de déstabilisation et de guerre à l'encontre de ces pays magnifiques. Alors, quand Omran Al-Khatib, citoyen franco-syrien que j'avais rencontré en manif à Paris, est venu me voir pour me proposer de venir en Syrie, je n'ai pas longtemps hésité. Même s'il s'agissait d'un voyage de groupe, je voulais découvrir, autant que possible, la Syrie côté Bachar. Je voulais surtout rencontrer des Syriens, du plus haut au plus bas de l'échelle sociale, afin qu'ils me livrent leur point de vue sur la guerre qui déchire leur pays. Ce documentaire, je le dédie au peuple syrien dans toute sa diversité, et plus généralement, à tous les peuples victimes de la guerre. Notre voyage commence à Beyrouth, au Liban, car il n'y a plus de vol direct entre Paris et Damas. À la tombée du jour, je décide de faire un tour près de l'hôtel, dans le quartier de Bourj El Barajneh, tenu par le Hezbollah. Je suis accompagné par 4 membres de notre groupe, dont un seul parle l'arabe. Naïvement, je sors mon caméscope, pensant pouvoir filmer librement. Mais au bout de quelques minutes, 6 jeunes miliciens du Hezbollah fondent sur moi en scooter, puis nous emmènent, via une rue secondaire, derrière les grilles d'une maison en chantier. Nous sommes privés de nos mouvements, le temps pour eux de vérifier nos identités, ainsi que les images que j'avais tournées. Heureusement, au bout d'une demi-heure, nous sommes libérés et escortés jusqu'à l'hôtel. Finalement, j'ai pu conserver l'intégralité des images que j'avais tournées. Qu'est-ce que le Hezbollah? Il s'agit d'une milice chiite libanaise créée pendant la guerre civile qui a déchiré le Liban suite à l'invasion du pays par l'armée israélienne en 1982. Si ce mouvement est classé terroriste par l'Union européenne, pour la majorité de la rue arabe en revanche, ainsi que pour beaucoup d'intellectuels, le Hezbollah est un mouvement de résistance légitime, notamment face à Israël. Son leader actuel, Hassan Nasrallah, est considéré comme un véritable héros. Aujourd'hui, le Hezbollah est engagé politiquement sur la scène libanaise et ses supporters ne se limitent plus à la frange chiite de la population. Son influence et son aura se sont renforcés suite à la guerre de 2006, à l'issue de laquelle le Hezbollah a victorieusement repoussé l'offensive israélienne au sud du Liban. Mais dans le cadre de la guerre en Syrie, quel rôle joue le Hezbollah? Les liens qui unissent la Syrie et le Liban sont nombreux. Autrefois,
le Liban a fait partie de ce qu'on appelait la Grande Syrie. De nos jours, le Hezbollah est l'un des 3 fidèles alliés qui se battent aux côtés de l'armée syrienne avec la Russie et l'Iran. C'est un acteur majeur du Moyen-Orient. C'est pourquoi j'ai sollicité une courte entrevue avec Naïm Kassem, le numéro 2 du Hezbollah, afin qu'il nous explique les fondements de ce mouvement. Hezbollah, حزب إسلامي يعتبر أن التشريع الإسلامي هو الذي يعطي الحلول للحياة ويؤمن بضرورة العمل مع الناس حتى يؤمنوا بقناعة ذاتية لا إكراه في الدين. فإذا آمن الناس بذلك طبقوا تعاليم القرآن التي فيها الأخلاق والرحمة والعدالة والإنسانية وإعطاء الحقوق المختلفة. وحزب الله بما أنه يؤمن بالإسلام لا يرضى الاحتلال، فيؤمن بضرورة تحرير الأرض من المحتلين لتعود الأرض إلى أصحابها. وكذلك هو يحمل لواء الاستقلال السياسي بحيث لا يكون تابعا لأي دولة كبرى سواء كانت في الشرق أو في الغرب، وهو مستعد لكل التضحيات لتركيز الحالة الإنسانية للأجيال القادمة التي يجب أن تتربى على المعارف الإسلامية التي فيها الأخلاق وفيها أيضا احترام الآخر وفيها بناء المجتمع الذي يتركز على الوضع الإنساني بشكل عام. وعلى كل حال العالم كله الآن يرى تجربة حزب الله تجربة فيها الكثير من الالتفاف حوله من قبل كل أفراد الشعب سواء كانوا أطفال أو نساء أو شيوخ أو رجال. وأيضا يرى كيف انتصرنا على إسرائيل بجهادنا ووحدتنا بطريقة أخلاقية راقية، وكيف أننا نتفق في داخل لبنان مع التيار الوطني الحر يعني ميشيل عون والمسيحيين، ونتفق مع القوميين والوطنيين على أن يكون لبنان مستقلا. إذن لدينا قابلية بأن نتعامل مع كل الأفرقاء على قاعدة المبادئ والأصول الشرعية الإسلامية التي تأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان. إن شاء الله يستطيع المنار أن يبث باللغة الفرنسية أو أن تكون هناك قناة باللغة الفرنسية يوم من الأيام. على كل حال نحن نعتبر أنكم أنتم الذين تتحدثون باللغة الفرنسية إذا بحثتم عن حزب الله وساعدتم في إعطاء الصورة الصحيحة للناس تكونون قد قدمتم خدمة كبيرة للإنسانية. L'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005 a constitué un véritable séisme politique qui a chamboulé tout le Liban et même au-delà. Le Liban était alors présidé par Émile Laoud et la Syrie par Bachar al-Assad. Le jour même de la mort de Rafik Hariri, les médias occidentaux accusèrent ces deux présidents d'être à l'origine de l'assassinat. Pour mieux comprendre le double jeu des Occidentaux au Proche-Orient et ailleurs, il est indispensable d'avoir connaissance du fameux témoignage du général américain Wesley Clark. Celui-ci explique que dès 2001, les États-Unis avaient planifié d'envahir 7 pays, en commençant par l'Afghanistan puis l'Irak, et en terminant par la Libye, la Syrie, puis l'Iran. Dès 2003, le Congrès américain vote une résolution ouvrant la voie à une intervention militaire en Syrie. Dans son discours du 2 février 2005, le président américain George W. Bush fait référence à cette résolution et menace la Syrie en raison de son soutien au Hezbollah. 5 jours plus tard, le 7 février, l'ambassadeur syrien à Washington est convoqué et s'entend signifier que son pays n'a que 48 heures pour cesser ses relations avec le Hezbollah. Le 14 février, Rafik Hariri est assassiné. Précision utile, l'ancien Premier ministre libanais était un ami proche de Jacques Chirac qui s'était opposé en 2003 à la guerre d'Irak voulue par Washington. Suite aux pressions occidentales, 4 généraux libanais soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de Rafik Hariri furent arrêtés. Ils furent finalement libérés en 2009, faute de preuves. J'ai pu rencontrer l'un d'entre eux, Mustafa Hamdan, afin d'évoquer avec lui ces événements tragiques.
بحكم الوظيفة تبعتي كقائد للحرس الجمهوري بأيام العماد لحود، كان في حالة من الاستقرار والتوازن السياسي في لبنان. في بعض الأطراف الخارجية نتيجة انتصار المقاومة بالألفين والتحرير كانت عم بتخطط للانتقام من هذا الانتصار. وطبعا دائما ليس بالكلام ولكن بالفعل نحن نرصد دائما التنسيق الأمريكي اليهودي التلمودي بهذا المكان. كان في قرار بالفوضى في لبنان وإدخال لبنان في أتون مشروع مذهبي طائفي يؤدي إلى يمكن ما أدت إليه هذا ما يسمونه الربيع العربي، وهو صقيع عربي. يعني من أيام 2003 2004 كان في تخطيط للبدء بالتخريب على الساحة العربية. لذلك تم اغتيال الحريري وتوجهت لنا التهمة مباشرة دون أدلة دون أي مستندات قضائية أو جنائية. توجهت إلينا التهمة لضباط 4 كان مدير بيناتهم مدير الأمن العام اللواء جميل السيد، كان بيناتهم قائد قوى الأمن الداخلي آنذاك اللواء علي الحاج، كان بيناتهم مدير المخابرات العميد ريمون عزار، وأنا كنت من ضمن الضباط 4 اللي اعتقلوا تعسفيا دون أدلة دون أي وجود لمستندات تؤكد اشتراكنا باغتيال الحريري. وبالتالي تم توقيفنا، ومنذ أن توقفنا شفنا أن هناك استغلال لدم رفيق الحريري في لبنان، بحيث تحول لبنان إلى عوضا عن أن يكون مشروع الدولة القوية تحول لبنان إلى ساحة للصراع الطائفي والمذهبي من أجل إضعاف المقاومة في لبنان، وبالتالي مثل ما بيقولوا تأمين الحدود الجنوبية مع واقع الدولة اليهودية في إسرائيل. بالنسبة للموضوع اغتيال الرئيس الحريري، أنا كنت يمكن الوحيد بين ضباط 4 اللي رحت، يعني أنا طلعت على لجنة التحقيق وسلمت نفسي، لأنه كنت بتصوري أنه في سيناريو كبير لاستهداف الرئيس لحود. يعني إذا أنا قررت أنه ما سلم نفسي وصير بوضع الهارب من وجه لجنة التحقيق الأجنبية اللي تشكلت آنذاك من قبل الأمم المتحدة، كان بدهم يتعرض الرئيس لحود أنه قائد الحرس الجمهوري تبعه هرب. كل المراكز ومقرات الحرس الجمهوري بدها تكون عرضة للتفتيش الأممي والدولي. وبالتالي لا، قررت أنه واجه حتى لو كنت أنا وبالسجن، وأسقط التهم اللي علي من خلال مواجهة من قلب السجن وليس كهارب من وجه العدالة اللي ممكن تستغل بمحلات كتيرة. L'ancien général Mustafa Hamdan a pu également me livrer son point de vue sur l'action du président syrien Bachar al-Assad et plus généralement sur le conflit en Syrie. نحن كتير واقعيين بتوصيف النظام السوري بالسنوات السابقة، وهذا التوصيف ينطلق مما قاله بشار الأسد شخصيا بأنه بمكان ما كان في أخطاء ضمن النظام. هذه الأخطاء نسعى إلى تغييرها، نسعى إلى تطويرها، نسعى إلى إحداث الكثير من الديناميكية السياسية الاجتماعية في سوريا. وخطابه بجامعة تشرين بعتقد بال2012 لما أعلن حل حزب البعث، أو مش حل حزب البعث، أعلن أنه البعث ليس هو الحزب الحاكم في سوريا، ووضع العديد من الإصلاحات والتغييرات، وقال لهم لكل القوى المعارضة أنه تعالوا لنتفاوض.
تبين من خلال الأحداث اليوم أنه على أرض سوريا لا يوجد معارضة مدنية مسالمة تسعى إلى الديمقراطية. اليوم في سوريا مثل ما كل العالم بتعرف، وإلا ما كان مضطر يقول في تحالف غربي لنحارب داعش، ما كنا مضطرين نقول في تحالف روسي لدعم سوريا، لو ما كانت على أرض سوريا هم مجموعات من الإرهابيين والمخربين، وليسوا مجتمعات منظمات مجتمع مدني تدعو إلى الحرية والديمقراطية. لذلك اليوم يستفيد بشار الأسد كثيرا من إقامة الدولة المفيدة المتقدمة المتطورة في مناطق النفوذ تبعه. نحن عم نلاقي أنه من يعيش تحت سيطرة داعش، وحتى ما سمونه يعني بيقولوا معارضة معتدلة بأوروبا، أنا أتحداهم أن يرون مكانا واحدا لمعارضة سياسية معتدلة في سوريا خارج إطار نفوذ الحكم السوري في سوريا. لذلك هذا الكلام في أوروبا بطبيعة الحال كان يتلازم مع مشروع تفتيت سوريا وتدميرها وتخريبها، لأنه كان من ضمن مشروع مثل ما حكينا إقامة جمهوريات موز أو إمارات دينية طائفية مذهبية، أو دول شوارع وزواريب، إمارة بوهران، إمارة بسينا، إمارة بدرعا، إمارة بمنبج، إمارة بلبنان. يعني بلبنان كانوا مقسمينه إمارة طرابلس، إمارة صيدا، كله يخدم هدف وحيد على صعيد المنطقة. مشان هيك كان الإعلام أنه بشار الأسد تحت شعار الديمقراطية، كان في الإعلام أنه إقامة دولة مثل ما عم بيصير هلأ وأعلنوها يهودية الدولة الإسرائيلية القوية، وحواليها مثل ما قلت إمارات متشتتة متفرقة، يعني في هدف استراتيجي كبير بأن الأمن القومي الإسرائيلي فوق كل اعتبار. من هون كان في عملية تشويه لصورة بشار الأسد كرئيس جمهورية للجمهورية العربية السورية، وهي النقطة أساسية. أنا برأيي اليوم سوريا تختلف تماما عما قبل. اليوم سوريا قابلة لكل إصلاحات الديمقراطية والحرية الحقيقية، وليس ديمقراطية الدم اللي شاهدناها، أو ليست ديمقراطية بيت سعود بالحجاز ونجد، وليست ديمقراطية الحمامدة بقطر. يعني وين الديمقراطية بهذه؟ ما شايف. أنا أقبل أن يعاد انتخاب أو نطرح أي اسم للانتخاب في سوريا، والحل الديمقراطي اللي بدهم إياه والحرية في سوريا، بس خلينا نطبق الحرية بالسعودية والديمقراطية بالسعودية. أي ملك بده يترشح وأي أمير بده يترشح بالسعودية. لذلك هيدا نفاق سياسي على مستوى عالي وأعلام على الصعيد الأوروبي لتخدير العقل الأوروبي والسماح بمرور هؤلاء الإرهابيين إلى سوريا. أنا بقول اليوم يعني كمان نتحدى من ظل العمل الديمقراطي والحر انه حدا يقلنا واحد من هؤلاء اللي بيسموهم احرار او ديمقراطيين ليبرالز او ديمقراطيين او يدعون الى الحريه، في حدا يقول لي شاف شي واحد منهم بسوريا؟ مش هن عم بيقولوا عندهم مناطق محرره بسوريا؟ طيب بالاعلام، انت اذا بدك تروح كاعلامي تعمل مقابله مع رئيس الائتلاف السوري اللي هو ملك الديمقراطيه في الدعوه الى الديمقراطيه، وين بتعملها؟ بدك تضطر تطلع يا على لندن يا على باريس يا على اسطنبول. فيك تنزل على حلب لعندهم، على في مناطق محرره ما هن عم بيقولوا انه مسيطرين على 70% من الارض السوريه. طب ليه ما بينزلوا عليها؟ ليه قاعدين باسطنبول وبسدني وبواشنطن؟ نزلوا على سوريا. بشار الاسد قاعد بسوريا، نزلوا على سوريا. هيني مش انتوا عم تدعوا انه يمكن في مثل ما عم تقول يمكن يكون في اخطاء عند النظام السوري، بس انتوا عم بتقولوا انه انتوا تدعوا الى الحريه والديمقراطيه. طيب الشعب السوري اللي انتوا حررتوه مثل ما عم تدعوا، اللي ضد النظام في سوريا، ليه ما بتنزلوا بتقعدوا معه؟
صار رايح منه 200 ألف شهيد، قاعدين بكل عواصم العالم مشرشرين، ما قدرانين يعملوا معارضة وحدة معتدلة برا، مش بداخل سوريا، برا. لافروف حكاها وكيري حكاها انه نحن ما بدنا نعمل هيكل سياسي للمعارضة، مش عم نلاقي في هيكل سياسي. كلهم عملاء استخبارات سعودية، عملاء استخبارات تركية، عملاء استخبارات بريطانية، عملاء استخبارات فرنسوية. كل هؤلاء الذين يدعون ديمقراطية وحرية. نحن مع الحرية للشعب السوري، نحن مع الديمقراطية للشعب السوري، نحن مع سوريا القوية الواحدة الموحدة وليست المقسمة، لأن هيدي صمام أمان وحدة الأمة ككل. ونحن ضد الطغاة وضد الظلم وضد كل شيء. ولكن اليوم في سوريا نحن بنعتبر بشار الأسد هو اللي سيطبق الديمقراطية، هو اللي سيمنح الحرية ومنح الحرية للشعب السوري، وهو الذي يقرر ليس فقط مصير سوريا كدولة قوية، إنما يقرر مصير الأمة العربية كأمة واحدة، وليست أمة الإمارات المذهبية والطائفية وجمهورية الموصل. Général Moustapha Hamdan, merci beaucoup, shukran pour cette interview. Longtemps intégré à l'Empire ottoman, puis administré par la France, le Liban et la Syrie sont des nations libres et souveraines depuis peu. Encore aujourd'hui, ces pays souffrent de nombreuses ingérences étrangères. J'ai pu rencontrer l'ancien président libanais Émile Laoud, qui nous raconte 2 événements qui l'ont marqué lorsqu'il était au pouvoir, 2 événements pour lesquels son intégrité et son sens de l'unité nationale ont été mis à l'épreuve. Parce que quand j'ai été nommé commandant en chef de l'armée, ça faisait 1 semaine que j'étais nommé, et les Saoudiens, les Syriens, personne ne me connaissait. Moi, je travaillais dans l'armée et je n'avais pas chrétien, musulman, etc. J'avais le sens national et le Liban. Alors, quand j'ai été nommé, il me convoque, le président, à ce moment-là, c'était Raoui, et je trouve chez lui notre ex-chef du 2e bureau, Joné Abdo, qui était chez lui, et qui était à ce moment-là encore ambassadeur en France. Et il me dit, du Liban en France, il me dit, il ouvre une valise où il y avait cash, $250 000, et il me dit carrément, ça c'est pour le commandant en chef, chaque mois on vous l'envoie. C'est Cheikh Rafi El-Hariri qui a été gentil avec nous, qui depuis 82, depuis l'occupation d'Israël du Liban, il nous cherche $250 000 pour le commandant en chef. Alors, tout bonnement, moi je lui dis, mais pourquoi vous ne le donnez pas au Conseil des ministres et ils le mettront dans l'argent qui vient de l'État à l'armée. Il m'a dit, mais on doit être intelligent. Comment vous allez gagner les officiers maintenant qui sont de l'autre côté? Parce que j'étais d'un côté, il faut les acheter. Alors je lui ai dit, moi je suis arrivé pour faire une armée nationale, pour faire face à ceux qui veulent prendre nos droits comme Israël. Et vous voulez que j'achète les officiers? L'officier que j'achète ne pourra jamais faire face à Israël. Alors, je me mets debout. Alors à ce moment-là, le président de la République lui dit, mais je t'ai dit, le général est fou. C'est moi qui prends l'argent, et il prenait $250 000 chaque mois. Et ici, je vais vous raconter une histoire en 93. En 93, Hariri, après un incident qui s'est survenu au sud, et les Israéliens, pendant une semaine, tapaient le Liban, et on l'a appelé, les Israéliens, Tasfit l'Ihsab. On va faire les calculs entre le Liban et Israël. Alors, après une semaine, Hariri me convoque, je viens chez lui, il me dit, je viens de la Syrie, et le ministre des Affaires étrangères syrien, Khaddam, qui à ce moment-là, Hafez al-Assad, qui était un peu malade, lui avait donné comment faire les relations entre le Liban et la Syrie. Il m'a dit qu'on va finir avec ces, on les appelait terroristes, les Hezbollah.
Alors, et j'ai pris l'aval de Rally, le chef du UN, à ce moment-là le secrétaire général du UN, et en même temps l'aval du gouvernement libanais. Ils vont prendre et ils vous enverront écrit l'ordre. Il faut partir au sud, et je me rappelle très bien, vous allez finir avec ces gens qui s'appellent résistance, avec des lance-flammes, vous allez les brûler. Alors je dis arrête. Et ça, je l'ai dit depuis des années, mais il n'y a pas de médias. Personne ne veut attendre. Alors, je lui ai dit, regardez, monsieur le Premier ministre, ça fait 6 mois que tu es Premier ministre. Moi, je viens d'une famille militaire et en même temps politique depuis des années. Tu sais ce que tu me demandes maintenant? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, ça fait 3 ans qu'on est en train de donner des leçons aux soldats d'être national, et ils sont devenus nationaux. Et ils sont prêts à faire la guerre à Israël. Vous voulez qu'ils tapent leurs hommes, leurs propres citoyens qui veulent rentrer dans leur village parce que les Israéliens à ce moment-là occupaient leur village? Alors, il me dit, regarde, c'est un ordre qu'on a fait beaucoup pour arriver là, et les Nations Unies ont accepté, et en même temps que les Syriens veulent, et nous, on va prendre une décision au Conseil de la défense supérieure demain matin, et si toi tu le fais, tu deviens président en 95, parce qu'avec l'argent, il n'a pas pu se doyer, en 95 tu deviens président, et à ce moment-là, il n'y aura plus de tracas d'histoire au Liban et tu gouverneras comme tu veux. Je lui ai dit, regarde, je ne pense pas à la présidence, je pense au Liban. Si vous donnez cet ordre, moi je quitte l'armée. Vous allez trouver un autre commandant-chef. Vous dites, il y aura un autre et on va prendre l'ordre. Je lui ai dit, très bien. Le soir à minuit, je me rappelle, il téléphone, Hariri. Je me réveille, il me dit, demain vous venez au conseil, Haut Conseil de la Défense libanaise, parce que le commandant-chef doit venir quand il y a une convocation. Je lui dis non, parce que moi je ne veux pas faire. Et quand vous aurez la résolution, moi je quitte l'armée, vous cherchez un autre commandant-chef. Alors, il m'a dit, très bien, peut-être vous m'avez vous ne m'avez pas bien compris. Il avait cru que j'avais peur, comme tous croyaient au Liban, que ou c'est l'argent ou c'est la peur. Alors, je lui ai dit, je ne veux pas parler avec lui, parce que je veux pas partir. Il m'a dit, il va te dire que le commandant en chef de l'UNIFIL sera chez toi à 8 h du matin pour marcher devant toi, et toi, tu n'es pas responsable. Je lui ai dit, tu ne me comprends pas, monsieur Hariri. Moi, je ne vais pas parce que c'est contre ma conscience. Comment je peux tuer des Libanais qui veulent retourner dans leur village? Je ne veux pas le faire. Bonsoir, et je ferme le téléphone. Troisième jour du voyage. Ça y est, cette fois, on prend la route direction Damas, la capitale de la Syrie. J'ai plein de questions en tête. Comment vivent les Syriens? Vais-je pouvoir les rencontrer et discuter librement avec eux? La Syrie est-elle une terrible dictature, comme nos médias français le répètent depuis 4 ans? Et enfin, considération égoïste, serais-je en sécurité là-bas? Patience, je vais enfin pouvoir m'en rendre compte par mes propres yeux. Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Maysan, journaliste pour Syrian News Channel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. J'ai une question très très simple. En France, on dit toujours que les journalistes en Syrie sont tout le temps victimes de censure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quelle est votre expérience? Est-ce que les journalistes sont libres en Syrie? Nous sommes libres en Syrie. On travaille chaque jour pour montrer la vérité et ce qu'il se passe en Syrie. Aussi, nous sommes les terroristes. Je suis désolée, mais j'ai perdu les mots. Nous sommes
en danger par les terroristes et non pas par le gouvernement. Le gouvernement nous protège et il nous dit travailler pour montrer la vérité. Chaque jour, on va à notre travail et on fait des reportages. Nous sommes avec les gens tout le temps. Nous sommes dans les rues tout le temps et personne ne dit une chose pour nous. Vous avez le droit de critiquer le gouvernement? Oui, on peut critiquer et on peut travailler pour les peuples. Merci. Le quartier du Vieux Damas est à l'image de la Syrie tout entière. Y cohabitent en harmonie des mosquées et des églises, des chrétiens et des musulmans. Au moment même de notre visite, des combats se déroulent à quelques centaines de mètres. Et pourtant, les habitants ont l'air de continuer à vivre normalement. Rencontre avec le Père Gabriel, prêtre chez les chrétiens syriaques, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes. Ma première question concerne les Kurdes, puisque vous avez été enlevé par les Kurdes. En France, on présente souvent les Kurdes comme des victimes des Turcs, victimes des islamistes de Daesh. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage et comme nuance par rapport à cette vision française? اليوم الأكراد كشعب هم مكون من مكونات الشعب السوري. يعني نحن هنا في سوريا غنانا هو بهذا التنوع الموجود لدينا، إن كان من حيث التنوع القومي أو الإثني والتنوع الطائفي الديني أيضا، وهو سر غنى سوريا وسر تماسك سوريا. ولكن اليوم هناك مشروع كردي يمر في شمال شرق سوريا. هذا المشروع هو اغتصاب جزء من الأرض السورية و يعني تكوين حكم ذاتي ما أو دويلة ما يربطوها فيما بعد بكردستان أو باقي الأراضي التي يعيش فيها الأكراد. والحقيقة هي أن الأكراد ليسوا غالبية في المناطق التي يريدون أو يناشدون بها، وهناك يعني تصرفات مسيئة جدا إلى باقي مكونات الشعب الموجودة في تلك المنطقة. فاليوم على يعني الجميع أن يحتاط لهذا الموضوع. يعني نحن هنا كمكونات كتنوع موجود في سوريا، الحاضنة الوطنية هي الغطاء لنا جميعا. فأي مشروع سيمر فوق هذه الحاضنة نحن ضده، سنقف ضده وسنقف في وجه هذا المشروع. فالأكراد اليوم، الأكراد الانفصاليين اليوم يسعون تارة عبر سياسة ما وتارة عبر البلطجة أيضا التي يمارسون باقي مكونات الشعب خاصة في شمال شرق سوريا، إلا أنهم لن ينجحوا ويجب عليهم العودة إلى حضن الوطن. Ma deuxième question concerne le Hezbollah. C'est vrai qu'en France, on a une vision, enfin certains citoyens français ont une vision négative du Hezbollah. Quel est votre rapport, vous, en tant que non-musulman, par rapport à ce mouvement? نحن نحترم حزب الله، نحترم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لأنه أصبح رمزا، ليس فقط رمزا إسلاميا أو طائفيا للطائفة الشيعية، إنما أصبح رمزا لكل مقاوم في هذا العالم. وترى خاصة ممارسات حزب الله ممارساتهم هناك ممارسات أخلاقية جدا حتى في مقاومتهم. ولكن يعني اليوم في دخولهم في الحرب في سوريا، لأنهم عرفوا بأنهم هم المستهدفون كما أن سوريا مستهدفة، لذلك كان يجب أن يدخلوا. ولكن نحن كمسيحيين نقدر ونحترم السيد حسن نصر الله وحزب الله وكل من يعمل في مجال المقاومة ضد العدو وضد الأشرار وهذا الإرهاب التكفير الذي يعصف بنا. Dernière question, ça concerne le christianisme syriaque en France qui est très peu connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les origines et les principales différences par rapport aux autres courants chrétiens? لدينا مطرانيات بها. فالسوريان هم قومية، هم السكان الأصليين لسوريا، هم ورثة الحضارة، وهم من يعني ساعدوا في نقل الحضارة أيضا، إن كان اليونانية إلى العربية أو
ساعدوا في ترجمة تلك الفلسفة وتلك الحضارة، أيضا نقلوها إلى العرب. فهم نقلت حضارة، محافظين على حضارة، وهم الورثة الأصليين لهذه الأرض. لذلك السوريان إن سألت عنهم ودخلت في البحث عنهم، هم حضاريون ورثة حضارة، وإن كان قد جار عليهم الزمن لاعتناقهم الدين المسيحي في هذه المنطقة. هم من فتحوا وشرعوا أبواب دمشق وغيرها أمام الإسلام لكي يأتوا إلى هنا، لأنهم نظروا إليهم أنهم أبناء جلدتهم، إخوة لهم في هذه الأرض. ولكن نرى أن التاريخ قد عصف بهم وقل عددهم مع مرور الزمن. ولكن اليوم ترى السوريان منتشرون في كل أنحاء العالم، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا الجنوبية، في أستراليا، في الهند. هناك لنا منذ بداية الكنيسة، منذ بداية المسيحية هناك لنا ما يقارب 5 مليون نسمة في جنوب الهند، في ولاية كيرالا. يعني هؤلاء هم السوريان. أرجو أن تكون الصورة قد توضحت قليلا عن السوريان. Au cours de ce voyage, je souhaite rencontrer des citoyens syriens ordinaires, entre guillemets. Au détour d'un repas au restaurant, j'observe l'effervescence à l'une des tables voisines. Des femmes chantent avec allégresse et se mettent à danser. Renseignement pris, il s'agit de professeurs et d'institutrices. Certains de leurs chants sont des chants patriotiques. Rencontre avec Rita, professeure d'anglais. Ma question est toute simple. Nous vous avons vu chanter et danser tout à l'heure. Pourquoi avez-vous voulu manifester votre joie et quel était votre message principal dans votre chanson? نحن بهالوقت هذا من اللي عايشينه، يعني نحن عايشين حياة صعبة، بس مع هذا بدنا نوجه رسالة إنه نحن مع كل الصعوبة نحن صامدين وبلدنا قوي وبلدنا قائم، ورح نبقى سوريا القوية الصامدة. Deuxième question, j'ai vu depuis que je suis arrivé que presque tous les enfants vont à l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le président fait pour les enfants pour maintenir l'éducation nationale malgré la guerre? نحن بكل المآسي الأزمة وبكل ضغوطاتها القوية ما انقطعت مدارسنا أبدا أبدا أبدا. طبعا بفضل توجيهات سيادة الرئيس، سيادة الرئيس واقف بالصف الأول مع الجيش لحماية البلد، لحماية الوطن، ومأملنا الأمن لحتى أطفالنا وطلابنا يروحوا على المدارس. ويعني كل متطلبات موجودة بالمدارس، ما نقصنا شيء أبدا أبدا خلال هالأزمة. أنا مديرة مدرسة وعم بحكي هذا من واقع عملي. هذا الشيء نحن لامسينه بايدنا، يعني مع كل الضغوطات مدارسنا ما وقفت، طبعا بفضل الرعايه الكامله لسياده الرئيس، ولا صيف ولا شتاء، حتى في عندنا نوادي صيفيه، في عندنا فعاليات، في عندنا مجموعه من المشاركات مع البلد مع الجيش، وعندنا نوادي ترفيهيه. طبعا سياده الرئيس كان واقف بالصف الاول بكل الفعاليات. Shukran, merci beaucoup pour votre témoignage. 6e jour du voyage. Nous nous rendons à Maloula, un village montagneux au nord-est de Damas. Ce village, à majorité chrétienne, a été le théâtre de combats violents en septembre 2013. Des groupes affiliés à l'armée syrienne libre, dont le Front al-Nosra, ont pris le contrôle de plusieurs parties de Maloula. Aujourd'hui libéré, le village garde les stigmates de ces affrontements, plusieurs habitants chrétiens ayant été égorgés par les miliciens d'al-Nosra. La cicatrice est d'autant plus douloureuse que certains jeunes musulmans du village se sont joints aux miliciens dans ces massacres. Les monastères, parmi les plus anciens au monde, ont subi également quelques dégâts. Dans ce village, certains habitants, aussi bien chrétiens que musulmans, parlent encore l'araméen, la langue du Christ. اشمخ يثالي ملكخ جثكن إيروتشخ اخت بشمو تيب على رع لحمه جوهرو أبليح يعيح يوم خف الليح تيوثح اخمل أنا نغوفرين تيمخت عمينا
لو فاشتغلنا بتجربيوتا بس حصلناه مشيدا آمين. Rencontre avec le maire de Maaloula. نحن بمعلولة وكأحد سكان معلولة أو مسيحي معلولة عايشنا الإرهاب وعرفنا أنه هن مستقصدين الأديرة والكنائس والمسيحيين بمعلولة وبسوريا. نحن طبعا بنميز بين الشعب الفرنسي وبين الحكومة الفرنسية، ونطلب من الشعب الفرنسي يتفهم واقع الأزمة والمعاناة بسوريا ويقف لصالح المدنيين وصالح المسيحيين ضد الإرهاب، ويضغط على الحكومة أنه ما تدعم الإرهاب والإرهابيين. ونتمنى ينقلوا الصورة اللي شافوها على أرض الواقع لأصدقائهم وأقاربهم وجميع الشعب الفرنسي لتتوضح الصورة له ويعرف الحقيقة. Thank you. Je précise juste que vous êtes avocat de profession. Retour à Damas pour une visite tendue. Le quartier de Barzeh, dans la banlieue de la capitale, est tenu par des combattants de Jaïch al-Islam, ce qui signifie l'armée de l'islam. Ils n'ont pas déposé les armes et tiennent toujours les checkpoints qui quadrillent le quartier. Néanmoins, après négociation, ils ont décidé d'arrêter de se battre contre le gouvernement central. Dorénavant, ils ne se battent plus que contre Daesh. Il est important de souligner qu'ils ne représentent pas l'ensemble des combattants de Jaïch al-Islam, dont la majorité des factions continuent de se battre contre l'armée régulière. À l'abri dans le bureau d'un commandant de l'armée régulière, nous avons pu rencontrer un habitant de Barzeh, combattant de Jaïch al-Islam, et lui poser quelques questions. Alors on peut s'asseoir pour discuter avec nos frères ennemis. J'aimerais savoir comment se sont déroulées les négociations et quelles ont été les revendications. طيب احنا تفاوضنا نحن اليوم من زمان ووقعنا معاهدة صلح. Ils ont négocié avec l'État depuis longtemps. Maintenant ils ont signé un accord de réconciliation. شروط مصالحة نظامية. Sous condition. الشروط لحد الآن تبع المصالحة ما تنفذ منها شيء نهائيا قطع بدء. Jusqu'à maintenant les conditions ils n'ont pas exécuté du tout. أول شرط هو كان معتقدين وعدم الاعتقال. نحن أثناء المعارك اللي كانت بيناتنا أثناء اللي كنا حرب كان عندنا 300 معتقل 270 معتقل بالعدد، هلا صاروا 600 معتقل. Donc la première condition qui n'était pas exécutée, c'est les prisonniers. On a commencé les négociations, on avait 270 prisonniers, maintenant on a à peu près 600 prisonniers. Donc موضوع الخدمات معروف لحد الآن خدمات كثير سيئة كثير سيئة. Les services que donne l'État, ils ne sont pas à la hauteur. وبالنسبة لموضوع الغذائيات اللي عم تفوت على البلد كل فترة وفترة بيطلعوا لنا بقرار جديد إنه ممنوع وما ممنوع. Donc pour la fourniture d'alimentation aussi elle est irrégulière. Chaque fois il y a un petit changement. نحن هذا اللي عندنا ما بدنا منه شيء. Ils veulent rien de. بالنسبة للمحور اللي حوالينا نحن متفاهمين معه تماما. خاصة الدفاع الوطني وحرس الجمهورية نحن متفاهمين معه جدا جدا جدا. Et on a des magnifiques relations avec l'entourage de nous, surtout la défense nationale et l'armée, les gardes républicains. C'est ça tout. طيب جيرانكم من الاواخر دواعش والنصره وما شابه كيف دواعش نحن حاربناهم وقتلناهم وفي عندنا اثباتات وصور على هالكلام. دخلنا معركه نهيناهم نهائيا. Je lui ai posé la question sur les Daesh et Nusra. Elle confirme. داعش. نصره لا. اصدقائنا النصره ولكن نحن حاطينهم تحت رايتنا. D'accord. بالمنطقه. Donc l'ennemi c'est Daesh, mais Nusra c'est leur ami. Donc Daesh ils l'ont combattu, ils l'ont chassé. Mais Nusra, elle est sous leur contrôle. J'avais une question à titre personnel. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre les armes contre l'État et qu'est-ce qui l'a poussé à la fin, qu'est-ce qui l'a poussé à déposer les armes? أنا اللي دفعني سأخذ سلاح إنه تقتلوا أخواتي وأهلي وقرايبيني وجيراني بالمنطقة قدام عيوننا. Qu'elle m'a poussé prendre l'arme. هذا السبب اللي خلانا نحمل سلاح والسبب اللي خلانا نوقف سلاح كمان هن أهلنا. Qu'elle m'a poussé prendre l'arme, c'est que j'ai vu avec mes yeux mes parents, mes frères, mes voisins qu'ils ont été tués devant mes yeux. Ou mes parents
on va parler de ça. C'est les mêmes raisons qu'elle m'a laissé, qu'elle m'a poussé rendre l'arme. عم يسألك رضا إن مين اللي قتلهم؟ والله اللي قتلهم الناس الفاسقين اللي من الدولة وكلتهم بأول المظاهرات. Elle a dit que les tueurs qui l'ont tué, sa famille, c'est les corrompus, c'est les mauvaises gens qu'ils ont sous l'égide de l'État. نحن في اول المظاهرات عندنا بعد المظاهرات اول ما انحمل السلاح عندنا نحن حاولنا نتفاوض كثير مع الجهات الامنيه ولكن كانت تفاوضات عبث طبعا بالاول. السبب هو ظهور المعركه انه كثير في ناس كانت فاسقه كانت تاخذ وتعدم مباشره بدون ما ترجع للدوله. Il y avait ce qui les a poussés à prendre l'arme, c'est malheureusement il y avait beaucoup de gens corrompus, des mauvaises oui, des gens mauvais qu'ils font beaucoup de mal, même ils font des exécutions sans retourner à l'État. Ça veut dire tout seul, ils font ils exécutent alors à titre personnel. À titre personnel. Prenez des décisions importantes sans rendre compte à l'État. Quelle est la distinction pour lui entre Daesh et Nusra? ما تسألك شو الفرق بين داعش والنصرة؟ النصرة سوري. النصرة c'est des Syriens. C'est des Syriens, c'est ça. Et les autres c'est des Si jamais il y avait des élections en Syrie, est-ce qu'ils ont des candidats à présenter? هلا نحن كمنطقة هون ما فينا نرشح الإنسان لأنه المنطقة أكبر مني أكبر منطقتنا على مستوى دولي. يعني maintenant cette question elle n'est pas posée parce que le problème elle est plus grand que ici c'est international. Donc Kamal elle a posé la question, elle a dit que j'ai remarqué à plusieurs reprises que vous avez parlé de l'internationalisation de problèmes syriens. Est-ce que vous regrettez, vous n'avez pas peur que la Syrie soit divisée, que l'unité du peuple syrien qu'elle soit déchirée? Comme la Libye. Comme la Libye par exemple. كيف أنا شمالي خايف على الشعب السوري؟ أنا سوري ابن سوري بخاف على كل سوري وين ما كان يكون. Bien sûr, j'ai peur, mais أنا ضد التدخل الخارجي شو ما كان الطوائف، نحن لحد الآن ما فعلنا طائفية ولا بنسمح لإنسان يحط طائفية. Donc jusqu'à maintenant les choses. أنا بمجموعاتي العسكرية عندي من الطائفة العلوية وعندي من الطائفة الدرزية وعندي من الطائفة الشيعية حتى كمان بمجموعاتي العسكرية. Elle dit que l'unité syrienne elle est présentée même parmi leur groupe. Il y a de toutes confessions. Donc la sectarisation, ou je ne sais pas, confessionnalisation. Juste une petite question personnelle, juste personnelle. Si vous avez un problème avec votre frère chez toi, à la maison, hein, vous êtes d'accord pour que votre ami, même si c'est un ami proche, il rentre chez vous, hein, sans mêler dans il se mêle dans vos histoires, et puis il va piller la maison. طبعا لانه اختلفت انا واخي ورجعت قعدت معه. Il a dit non, la preuve que je suis avec mon frère. Bravo. Pendant que nous patientons, Jamel Guessoun, un journaliste membre de notre groupe, est emmené faire le tour du quartier de Barzeh. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas l'accompagner. Je lui laisse mon caméscope. Jamel, je vais te demander de nous raconter ton expérience très forte que tu viens de vivre. Très forte, c'est un petit mot. En fait, on a fait un tour du quartier de Barzeh et on s'est fait arrêter 4 fois à cause des caméras. La première fois, ils m'ont obligé à effacer une petite séquence. Donc j'ai eu des difficultés parce que je ne connaissais pas la caméra. Donc j'ai un volontaire qui m'a aidé, heureusement d'ailleurs. Ensuite, on s'est fait arrêter une seconde fois où ils ont posé des questions à mon sujet, d'où je venais, pourquoi j'étais là. Même si la télévision qui était aussi présente dans le véhicule était connue, elle était quand même un peu malmenée. Hein. Mais visiblement, c'est plutôt moi parce que visuellement, ils ne savent pas qui je représente. La troisième fois, rebelote, on nous arrête, c'est qui, etc. Mais par contre, la quatrième fois, visiblement, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont voulu me garder, tout simplement. Alors me garder, je ne vais pas dire prise d'otage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très très mal parti pour moi.
Moi je vous dis, franchement, en 15 minutes, j'ai vu ma vie défiler parce que c'était quand même assez particulier, même si j'ai l'habitude en Algérie. Là, ils étaient à cran. Hein, ils étaient à cran. Et j'ai assisté à une chose à laquelle je n'avais jamais assisté, c'est des conflits au sein du groupe même. L'une qui disait il a l'autorisation, l'autre non. Il y en a un qui a même réussi à dire que le véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à tenter de trouver une raison supplémentaire pour nous garder. Donc il y a eu pas mal de coups de fil qui ont été passés. Vers qui, je ne sais pas. Il y a une personne, un des responsables qui était présent tout à l'heure, qui était habillé en blanc, qui est venu. Voilà, en tout cas une expérience inoubliable. Il faut pas jouer à ça, quoi. Je précise que je n'ai pas pu donc faire cette visite parce que occidental, parce que blanc, et déjà toi en tant qu'arabe ça a été très très chaud pour toi. Alors disons que oui effectivement j'ai pu y aller parce que je suis arabe et tu n'as pas pu y aller parce que tu étais français. J'imagine bien que si tu y avais été, ça aurait été à mon avis plus grave pour toi. Très bien. Ben Jamel, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie parce que je suis encore vivant, alhamdoulilah. 10e jour du voyage. Nous partons pour Latakié, une ville côtière dans le nord du pays, à 40 km de la frontière turque. Il faut donc traverser le pays du sud au nord et le trajet n'est pas des plus sûrs. Aussi notre minibus est-il discrètement escorté par un 4x4 du Hezbollah. Nous arrivons à Latakié sans encombre, mais au moment même de notre arrivée, un obus tombe sur la ville, détruisant un minibus. 23 personnes sont tuées et 10 autres blessées. À cause de la violence de l'explosion, 2 corps ne sont même pas identifiables. Nous réalisons que nous aurions pu recevoir ce missile. Mais comme pour nous signifier qu'ici, la vie et l'amour sont plus forts que la mort, le soir même, nous sommes invités à célébrer le mariage de 2 personnalités de la ville. Il s'agit d'un mariage traditionnel. Cette soirée est pour moi l'occasion de rencontrer Faisal El Haekali, un poète syrien qui vit dans les environs de Latakié. Il accepte ma proposition d'interview et m'accompagne à l'hôtel malgré l'heure tardive. استدراك بسيط بهذه المناسبة هي لم تغب عن بالي الأعراس التي نحياها في سوريا هي تواكب الأحزان. Les mariages qu'on vit chaque jour dans la Syrie, elles coexistent avec les malheurs et la souffrance des gens. لأن الشمس تشرق كل يوم. Parce que le soleil se veille tous les jours. وشبه وكأن من أسماء سوريا الشمس. Et comme si parmi les noms de la Syrie, le soleil. وكأن من أسماء سوريا ربة الضياء. Et comme si parmi les noms de la Syrie, les dieux de la lumière. والأسطورة في سوريا انتبه لهذا الأسطورة في سوريا. Et la légende dans la Syrie, vous faites attention à ça. طائر الفينيق. L'aigle du Phoenix, oui. الذي أحيا من الموت. بعث من الموت. C'est lui qui s'est procréé de la mort. هكذا سوريا كطائر الفينيق. C'est ça la Syrie, c'est comme l'aigle de Phoenix. نحتفل مع الشمس والمطر. On se félicite avec le soleil et la pluie. ولن نستسلم للظلمات. Et on va jamais se résigner à l'obscurantisme. ألف شكر لكم جميعا. Je vous souhaite la bienvenue et je vous félicite. يسعد أوقاتكم. Merci. Monsieur Faisal El Haek Ali, je vous remercie du fond du cœur pour cet entretien. أشكرك يا سيد فيصل حايك علي لهذا اللقاء. شكرا لكم.
Qu'en est-il de la vie nocturne à Damas? Les jeunes peuvent-ils sortir le soir? Les artistes ont-ils encore la possibilité de travailler dans un pays en guerre? Pour en savoir plus, j'ai décidé de rencontrer DJ Saad, le DJ numéro 1 à Damas. أنا DJ Saad. My name is DJ Saad. It's a number one DJ in Syria. عشت هون من أول ما خلقت. تعلمت الشغل اللي عم بشتغله بال96. تعذبنا كثير طبعا، كانت البلد شوي صعبة انك انت توصل لمرحلة انك انت تقدر تسمع هذا النمط الستايل الميوزك للعالم. You like to DJ all kind of music, Arabic, American music? اكيد نحن اكيد الاساس نحن عندنا هون بالبلد اجباري بدك تكون تشتغل اول شيء واهم شيء هو الارابيك ميوزك اللي هو العالم متعود عليه ومتربي عليه. عم اقول لك عم بحاول نفوت another style in Syria. بلشت العالم تتفاعل مع هذا الشيء، وبلشت العالم تسمع الميوزك، وبلشت انت تبين معك باجواء السهر واجواء الحفلات انه العالم بلشت تحفظ الشيء اللي عم تشتغله انت وصارت تستمتع باللي عم تشتغله. ما عندنا بس ارابيك، عم نحاول نوصل الميوزك الارابيك للعالم، وصارت كثير مهمه بكل العالم الارابيك ميوزك، مثل الهاوس ميوزك، مثل الار ام بي ميوزك، مثل اي ستايل بالعالم. العربي صار كثير ستايل اساسي بالعالم. Maybe you're gonna find my question strange, but does the government make you problem to make your job of DJ, your activity, before the war or since the war? Did the government make you problems? لا، الحكومة بصراحة وقتها نحن حاولنا نضل بالبلد ونضل نقاتل لاخر لحظه، هي جابتنا وساعدتنا بشيء نحن ما نطلع من هذا المود. هلا اوكي هو يمكن ما له مقابل مادي منيح، بس كثير اعطتنا يعني ساعدتنا بمناطق معينه نحن قدرنا نعمل فيها شيء للبلد، قدرنا نعمل ستايل ميوزك هو خاص للبلد، مثل التخت الشرقي، مثل الطرب الحلبي، مثل الاجواء الشرقيه الشاميه القديمه. هي ساعدتنا وصارت تعطينا رخصه لحتى نقدر نحن نشتغل مع عالم حتى من برات البلد. You are free to DJ here as a DJ in France, for example. You are really free to DJ, free. اكيد نحن انا ممكن اذا ما بدنا نقول يوميا انا عندي شيء، هو اذا عرس او حفله او نايت كلوب. نحن عندنا يعني هلا حاليا اذا بدنا نحكي بالشام في عندنا فوق ل 13 ل 15 نايت كلوب، كلياتهم مختصين بستايلات معينه من الميوزك، وكلياتهم لهلا ضمن الاصول ما صار معنا مشاكل نهائيا. ولا 1% الحكومه وقفت ضدنا بهذا الشيء، لانه هي بدك تقول عليها بمثابه فشه خلق. الحكومة ساعدتنا، التراخيص اللي كانت صعبة هي صارت تطلع أسهل، صارت تساعد الشاب الجديد اللي هو قاعد البلد وحمل البلد وما رضي يسافر برات البلد. عطوا كثير مقومات مشان هو يبلش بهي البلد، لأنه هو الأحق من غيره، لأنه هو قدر يتحمل هي البلد. شاب بعمري يمكن كان سافر، كل شباب البلد حاولت تطلع، بس في 90% منهم 80% منهم ما رضوا يطلعوا برات البلد. اللي بده يبلش ببلده يبلش من بلده، ما بيقدر يبلش من غير ثانية، لأنه هي الميوزك بالذات هي بتبلش بالبي ار، بالعلاقات العامة. العلاقات العامة هي اللي بتبنيك انك انت تقدر تعمل شيء جديد للميوزك، والعالم تحب هي الميوزك، فانت لازم يكون عندك علاقات عامة، وهي بدك تضل انت قاعد في البلد، وبدك نجاحك يبلش من بلدك، ما فيك نجاحك يبلش من اي بلد ثاني. And since the beginning of the war, maybe I wanted to know if the terrorist has target for once maybe a party, a DJ party with a terrorist attack. Did it happen or not? اكيد بحلب أليبو استهدفوا اكثر من محل. انا كنت كثير اشتغل فيه هناك. الشعب الحلبي كان كثير يحب البسط، الشعب الحلبي قاتل لاخر لحظه انه هو ما ينتزع بلده. ما قدرنا نقاوم هذا الشيء، بس هو الشعب الحلبي من العالم اللي كثير تحمل لاخر لحظه ويسمع ميوزك ويستمتع وما يحسس حاله انه هو عايش بازمه. حلب اكثر ان ضرينا فيها بشغله الميوزك. هلا قدرانين عم نرجع شوي لحتى ننشر الميوزك بكل انحاء العالم بكل الستايلات. ضربوا شيء اكيد ضربوا مناطق في حفلات كبيره وضخمه، حاولوا يستهدفوها ضمن قذائف او ضمن صواريخ او اي شيء بالعالم. ما قدروا يضروا حدا وما قدروا يوقفوا الشعب عن انه هن يكونوا حفلات. يمكن اذا انت ضليت هون للكريسماس بتشوف انه نحن باخر 10 ايام من شهر 12 نحن كل يوم عندنا ايفنت او 2 أو 3، وجايبين عالم ستار من برا وعالم ستارز من كل انحاء العالم، ان كان انجليش وان كان عربيك، والبلد ما وقفت بالمره. الشعب هو اللي
هو متحمل صار له 5 سنين قاعد ببلده وقدران لسه يتحمل لانه هو مرق عليه الصعب وهلا قدران يبقى فات بمرحله المقاومه. Are there some international DJs who come to Damascus now? Not now, before the شو بيسموها الازمه before the war. حدا اجى عنا اول شيء اهم حدا اجى هو ابو فان بيون، هو نمبر 2 على العالم كان بالتوب 100. عنا اجى فيري كورسن، عملنا شيء مع فيري كورسن. ابو فان بيون فيري كورسن على الويب سايت تبعهم كتبوا انه هن كثير استمتعوا مع الشعب. فيري كورسن ضلت ساعه 7 الصبح 7 AM 8 AM بلاينج اون سيت، ما نزل، كثير استمتع مع العالم. اجى عندنا كثير نجوم، اجى عندنا انريكي، اجى عندنا اينا، وهي العالم كلها هلا هي كان موقع مع عقود لتجي على البلد وما عندها مشكله بالجاي على البلد نهائيا، بما انه البلد بلشت تفتح. وهلا هي بعد ما اكيد نخلص من امورنا بلشنا نخلص شوي شوي ان شاء الله رح نبلش بالعربي لننتقل للانترناشونال دي جي، ننتقل للانترناشونال سينجلر، واكيد ما رح نوقف. Thank you very much. Last question. Do you have a message to send to French people, especially to young French people? اكيد الشعب الفرنسي ما له علاقه بالحكومه الفرنسيه، هذا الشيء نحن ما لنا شايفينه، بس اللي متاكدين منه انه هن شايفيننا انه حكومتنا ما لها صح، وشايفه انه نحن ما لنا صح، فنحن مثل ما شايفيننا غلط اكيد نحن رح نقول انه حكومتهم هي كثير غلط. بس انا متاكد وممكن كل الشعب متاكد انه الشعب الفرنسي كثير معنا، كثير واقف معنا. انا من جهتي ما فيني قاتل الحكومه، فيني قاتل بالميوزك تبعي، انا سلاحي الميوزك، ما فيني اوصل فكرتي غير بالميوزك. عم نحاول نعمل كثير شيء اورينتال بيت مدموج مع اي شيء فرنسي او اي شيء انجلش ليوصل هذا الفكر لهونيك، ليعرفوا انه نحن بنحبهم بدون مقابل. يعني هو شعب محبوب بالنسبه لنا من قبل الازمه وحاليا. حاولت حكومتهم يقاتلونا كثير بس يمكن يوقفوا بلد كامله، بس ما بيقدروا يوقفوا احساس الميوزك او اي شيء بخص الاحساس. هن بدهم يدمروا بلد، يحاولوا يوقفوا بلد عن شغله، يوقفوا بلد عن شغله. بس الميوزك هي رساله كثير قويه بقدر اوصلها لاي ارنب بالعالم، وما حدا بيقدر يمنعني اوصل رساله الميوزك بالذات لكل العالم. Saad, merci beaucoup pour cet entretien. Shukran jazira. Welcome. Merci. La grande mosquée des Omeyyades est un véritable chef-d'œuvre architectural qui invite à la méditation et à la prière. Selon certaines croyances musulmanes sur la fin des temps, après la venue du Mahdi, après celle du Dajjal, après le conflit entre Gog et Magog, Issa, c'est-à-dire Jésus, apparaîtra au minaret blanc de la grande mosquée de Damas et tuera le Dajjal, l'antéchrist, près de Ramallah, aujourd'hui en Palestine. Peut-être parce que je suis chrétien, je suis attiré presque magnétiquement par le tombeau de Jean le Baptiste qui se trouve à l'intérieur de la grande mosquée. Rencontre avec Ahmad Badreddin Hassoun, grand moufti de Syrie, dont le fils est mort assassiné en 2011. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا حينما أرى إخوتي في كل أنحاء العالم. Soyez les bienvenus, je suis très heureux que je vois mes frères de toutes parts dans le monde. راح أحكي لكم عن الإله اللي بعرفه، وليس الإله الأرثوذكسي ولا الإله الوهابي ولا الإله المسلم ولا الإله المسيحي، الإله اللي بعرفه. Je vais vous parler de mon Dieu. C'est pas le Dieu de Wahhabite, ni orthodoxe, ni nulle part. Je vais vous parler de mon Dieu, moi, que je le connais moi-même. فالله قطاع عام، ما حدا بحسن بيحتكره، ما بحسن بيقولوا المسلمين هذا اللهنا والمسيحيين هذا اللهنا، فالله لا يطلق عليه أنه مسيحي أو مسلم أو يهودي، الله لنا جميعا. Dieu, d'abord, Dieu, c'est pour tout le monde. Personne, il dit que Dieu, il m'appartient. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas Dieu pour tout le monde. الله ليس في المسجد. Dieu, il n'est pas dans la mosquée, ولا في الكنيسة. ni dans l'église, ولا عند جدار المبكى. ni à côté le mur de lamentation. فكل هذا القتال الذي تشهدونه باسم الدين كذب كامل. Toute cette bataille autour de la religion, c'est pur mensonge. والسبب أن الدين لا يأتي بالقوة، إنما يأتي بالحب. Elle a raison, parce que la religion, elle ne s'impose pas par la force. Au contraire, c'est par l'amour. لذلك هنالك آية في القرآن لا إكراه في الدين، أي لا إجبار في الدين. Pour ça, il y a dans le Coran une sourate, elle dit non contrainte dans la religion. فلو أردت أجبر أحد أولادي على أن يتزوج فتاة أنا أحبها، سيقول لي ولدي لا، لن أتزوج إلا من أحبها أنا.
Donc si moi je vais obliger mon fils qu'il se marie avec une fille comme moi je l'aime, mon fils il va me dire non, moi je vais me marier avec une fille que moi je l'aime, c'est pas toi. لذلك أرجو أن تنتبهوا إلى أن الدين الذي جاء به موسى والمسيح ومحمد هو دين واحد. Pour ça, je insiste qu'il faut faire attention. La religion qu'ils sont venus avec Moïse, Jésus et Mohammed, c'est une seule religion. أين تجد كرامة الإنسان محفوظة وقداسة الإله محترمة فاعرف أن هذا هو دين الله. Où te trouves que la dignité humaine respectée et Dieu elle est sacralisée, il faut savoir que c'est ça la religion. ولو وجد الآن يسوع ومحمد عليهما السلام لما دخلوا إلى مساجدنا ولا إلى كنائسنا. Mais s'ils revivent Jésus et Mohammed de nouveau, jamais ils rentrent dans nos mosquées ou nos églises maintenant. سوريا هي الدولة التي تضم 22 طائفة ولكنهم شعب واحد. La Syrie, il y a en Syrie 22 communautés religieuses, mais elles ressemblent ou elles font un seul peuple. فأنا لست مفتي السنة في سوريا. Moi, je ne suis pas le mufti de Sunna en أنا Syrie. مفتي الجمهورية العربية السورية. Je suis le mufti de la République arabe syrienne. مهمتي ليس أن أغسل أقدام المؤمنين فقط. Ma mission, c'est pas que je lave les pieds des croyants seulement, إنما أن أعبد لهم طريق السلام ليعيشوا هذه الحياة بسلام. mais que j'ouvre devant eux le chemin de la paix pour qu'ils vivent en paix dans cette vie. لذلك إذا قالوا لكم أن سوريا فيها دولة علوية، دولة سنية، دولة شيعية، قد تجاوزنا هذا الموضوع من مئات السنين. Donc si vous entendez un jour que la Syrie c'est un pays alawite ou sunnite ou d'autres, c'est faux parce qu'on a dépassé ça depuis plusieurs centaines d'années. وبشار الأسد لو لم يرده الشعب لما بقي ساعة في هذا القصر. Bachar al-Assad, s'il n'était pas voulu par son peuple, jamais il peut rester une seule heure dans son palais. كان يمشي إلى المشفى فورا ويصير طبيب عيون. Donc, il peut, sinon, il partira dans l'hôpital, il travaille son métier comme ophtalmo. أما أن يقول هولندا أو أوباما أو سلمان على بشار الأسد أن يرحل فعليهم أن لا يتدخلوا، فنحن لم نقل لهم عليهم أن يرحلوا إنما على شعوبهم أن تطردهم. Donc quand il dit Hollande, ou Salman, ou Obama que Bachar al-Assad doit partir, ils n'ont pas le droit de dire ça, parce que nous, on n'a pas demandé leur départ. Le souk, une visite incontournable à Damas. Quelques minutes de tourisme, cela ne peut pas nous faire de mal. C'est le paradis des yeux, mais aussi des papilles. En retournant à l'hôtel, je profite de la promenade pour recueillir les impressions de l'un de mes compagnons de route, Jean-Michel Vernochet. La canonnade au moment de la prière, c'était impressionnant. Alors une chose est extraordinaire, c'est que le canon retentit avec fracas, des bruits puissants, inquiétants, et tout le monde avance exactement comme si de rien n'était. Et pourtant, bon, comme quoi l'homme s'habitue à tout, même à la guerre. Mais en tout cas, je puis attester d'une chose, c'est que la vie continue et ne perturbe pas à outre mesure, la guerre ne perturbe pas à outre mesure, alors que les combats se déroulent actuellement à moins de 2 km du centre-ville, à la limite du quartier chrétien, où il y a eu d'ailleurs 2 morts hier et un certain nombre de blessés. Notre séjour en Syrie touche à sa fin. Je profite d'un moment à l'hôtel pour interviewer Yad Rouder, journaliste pour le média syrien Middle East Channel, ainsi que pour les médias sud-africains Newshound et Media International. Je cherche à évaluer si les journalistes sont étroitement contrôlés par le pouvoir ou si, au contraire, ils peuvent plutôt librement faire leur travail. Donc nous allons parler de médias. Merci beaucoup déjà de répondre à cet entretien en français. Ma première question, c'est qu'est-ce que la guerre a changé pour vous en tant que journaliste dans votre travail de tous les jours par rapport notamment aux problèmes de censure, de propagande et de sécurité?
Oui, bonjour à tous. Je souriais lorsque vous me posez la question qu'est-ce que la guerre a changé dans ma vie comme journaliste, en tant que journaliste. Alors j'ai souri parce que ça a changé toute ma vie. Parce que moi, je n'étais jamais un journaliste avant la guerre. Moi, je suis en fait ingénieur d'électronique et de IT, computer. Et je n'ai jamais travaillé dans le journalisme, mais à cause de la guerre, j'ai perdu mon métier comme ingénieur. Et alors, j'ai commencé à faire comme journaliste citoyen pour des motivations, disons, patriotiques ou parce que moi, tout simplement, je dirais la vérité à mes amis européens, tout simplement. Et je traduisais pour les journalistes et peu à peu, je suis devenu un journaliste. Et c'est très bizarre pour moi que maintenant, si quelqu'un m'appelle journaliste, parce que c'est tout nouveau pour moi. J'aurais une deuxième question. Vous, évidemment, vous êtes journaliste maintenant, et c'est vrai que nous avons quelque chose en commun, puisque moi aussi j'étais dans l'informatique avant de me lancer dans le journalisme il y a 4 ans. Donc vous avez une vision quand même privilégiée par rapport aux médias occidentaux, vous avez conscience peut-être plus que les autres Syriens. Ma question c'est, est-ce que les Syriens ordinaires, les citoyens qu'on rencontre dans la rue, est-ce qu'ils ont conscience des dégâts, des problèmes qu'ont créés les médias occidentaux ? Oui, tout à fait. Je vous confirme que les Syriens ont très vite compris le jeu, ont très vite compris le jeu médiatique par les médias occidentaux, inclus les médias occidentaux, parce que c'était le même jeu joué par des médias arabes comme Al Jazeera et Al Arabiya. Et je te dis ici, Al Arabiya, ici en Syrie, on a commencé à l'appeler Al Ibriya, l'hébreu, c'est pas l'arabe. Alors, ça signifie quelque chose. Les Syriens ont conscience de ça. Ma dernière question sera à propos de la guerre elle-même, puisqu'aujourd'hui on a entendu plus de coups de feu, de bombardements et d'avions aujourd'hui, plus que pendant les 2 semaines que j'étais arrivé à Damas. Et on a vu qu'effectivement, là, il y a bien sûr l'armée russe qui est très impliquée aux côtés de l'armée syrienne, avec l'Iran et le Hezbollah. Et également le Front al-Nosra et l'État islamique qui sont acculés, qui perdent des positions. Avez-vous un espoir que la guerre se termine prochainement ? Oui, bien sûr, je suis très optimiste, comme la plupart des Syriens. Je ne suis pas seul maintenant optimiste. Après, grâce à l'aide russe, oui, vraiment, ça a changé beaucoup. Et même, je vous dis une chose, il y a des Syriens qui pensaient à échapper de la Syrie, peut-être à travers la mer Méditerranéen, mais après l'assistance russe, ils ont changé d'avis et ils ont décidé de rester ici pour voir. Je voulais reparler un petit peu des médias pour terminer cette interview. Est-ce que vous pouvez dire aux Français si vous avez constaté, vous, des faits de censure de la part du gouvernement envers des journalistes syriens? Est-ce qu'il y a des journalistes syriens ou étrangers qui sont en prison, tout simplement? Non, je connais aucun accident de ce type, de ce genre-là. Est-ce que les journalistes, est-ce que les médias ici peuvent critiquer le gouvernement?
journalistes ici, bien sûr, ils le font tous les jours, tout le temps. Ils critiquent le gouvernement. Moi, je peux te fournir tout de suite ou après l'interview des exemples de Facebook, des journaux et des citoyens même qui critiquent le gouvernement et pour beaucoup de choses. Mais bien sûr, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de ligne rouge, comme on dit. Alors, le gouvernement est tolérant, mais pas avec les gens qui par exemple, qui insultent l'armée syrienne. C'est ça la ligne rouge, parce que nous sommes dans une guerre. Alors, je ne sais pas le nombre exact, je crois qu'il y a eu plus de 130 journalistes tués en Syrie depuis le début de la guerre. Oui, il y en a beaucoup de journalistes syriens qui sont été tués ou assassinés. Qui tue les journalistes en Syrie? Alors, ce sont les rebelles. Ce qu'on dit, si j'utilise les termes utilisés par les médias occidentaux, ce sont les rebelles et même les protesteurs pacifiques qui l'ont tué. Merci beaucoup pour cet entretien. Shukran Jazira. À Paris, c'est le drame, avec les attentats du 13 novembre. Au Bataclan, c'est le carnage. De ma chambre d'hôtel à Damas, je prends des nouvelles de mes proches à Paris. À Beyrouth, également, c'est le drame. Dans la rue même où je me suis fait arrêter 10 jours plus tôt, 2 kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs, tuant ainsi plus de 40 personnes. Lorsque nous repassons à Beyrouth avant notre vol pour Paris, on nous emmène sur les lieux de la tuerie. Mon cœur se soulève lorsqu'un policier nous montre, sur son téléphone portable, la photo d'un citoyen libanais mort en empêchant le 2e kamikaze de rentrer dans un magasin. La fatigue nerveuse due à la tension de ce voyage se dissipe enfin lorsque nous pénétrons dans l'aéroport de Beyrouth. Dans quelques heures, nous serons rentrés à Paris. C'est l'occasion pour moi de recueillir les analyses de Jean-Michel Vernochet, journaliste et écrivain. Alors pour le Proche-Orient, les perspectives semblent effectivement plutôt favorables à un retour, je ne sais pas, à l'équilibre. Je ne suis pas devin, je ne dirai pas en combien de temps, mais la donne stratégique a complètement changé avec l'intervention russe. Il y a un renversement de tendance, d'où d'ailleurs l'agressivité redoublée des groupes terroristes, takfiristes, qui essayent de divertir, c'est-à-dire de détourner les troupes du front où ces mêmes takfiristes commencent à ployer. Même certains se refluent vers la Turquie, rasent leur barbe, abandonnent leurs papiers et passent la frontière autant qu'ils le peuvent. Mais on peut dire que l'attentat de Beyrouth, comme l'attentat de l'Attaquié, nous nous trouvions à l'Attaquié au moment même de l'attentat, participe de cette volonté de diviser les forces, de soulager un front qui est en train véritablement de fléchir. Là, je préciserai d'ailleurs que la stratégie conjointe des forces aériennes russes, mais également donc des forces terrestres, de l'armée arabe syrienne, appuyée par des éléments du Hezbollah, voire des éléments des Pasdaran, des gardiens de la révolution iraniens, consiste à tenter de segmenter les forces, de créer des poches et d'isoler pour réduire. Il y a eu, à ma connaissance d'ailleurs, plus de 600 prisonniers de Daesh qui ont été neutralisés. Je suis venu pour la dernière fois en 2006. J'ai d'ailleurs à cette occasion rencontré le président El-Assad qui essayait de moderniser son pays, mais il devait faire face à l'époque à des structures étatiques et politiques tout à fait sclérosées, à l'installation de
mettons des guillemets, mais de sorte de mafia au pouvoir. Et je sais que dès cette époque-là, le président Bachar avait une marge de manœuvre réduite. Toujours est-il que la guerre est certainement en train de transformer le paysage politique. Le monopole du parti Baas, parti patriotique, socialiste, arabe, s'est effrité, s'est amoindri, même si aujourd'hui il constitue le pôle de rassemblement de différentes autres formations politiques qui sont aussi bien d'opposition, qui sont aussi bien anti-bachariennes, mais qui regroupent l'ensemble de la nation syrienne autour du symbole présidentiel et dans l'unité nationale pour défendre l'unité territoriale du pays qui est menacée par les Nations Unies. Nous avons pu le vérifier d'ailleurs aujourd'hui. Les Nations Unies se contentant en fait d'entériner ou de relayer des plans de morcellement du Proche-Orient, de reconfiguration géographique et politique. On parlait de redessiner la carte du Proche-Orient. On sait que cela s'applique en priorité à la Syrie, mais s'applique aussi à l'Irak, s'applique vraisemblablement au Yémen où se déroule une guerre un peu oubliée dont on parle peu, mais aussi, cela peut paraître plus étrange, à l'Arabie Saoudite, pourtant qui est l'un des piliers de la coalition occidentale dirigée par les Américains contre Daesh, l'Arabie Saoudite dont le pouvoir est peut-être profondément miné de l'intérieur, ce qui est hélas peu documenté par la presse, même la presse spécialisée dans les questions internationales. Donc aujourd'hui, la sclérose qui affectait le pouvoir syrien est certainement en train de s'estomper au profit d'une reconfiguration politique, même si le parti Baas continue à y jouer le rôle prépondérant. Cette unité nationale qui intègre toutes les différences confessionnelles, les chrétiens, les alaouites, les chiites, les sunnites, les druzes, si toutes ces minorités confessionnelles aujourd'hui se retrouvent unies, et unies notamment, soudées, cimentées par le sang de leurs martyrs, de tous ces jeunes gens qui sont allés sur le front et qui ont payé le prix fort pour défendre la Syrie, pour défendre la liberté d'être et la laïcité, qui est aussi la marque la marque même de la Syrie, une laïcité réussie, pour défendre ces valeurs qui devraient être celles de l'Occident. Mais malheureusement et paradoxalement, l'Occident, la France entre autres, ont soutenu l'armée syrienne libre, ce qu'on appelle de façon totalement étrange, voire monstrueuse, des terroristes modérés, contre l'État même, contre l'État qui a sa légitimité, l'État baassiste, mais aujourd'hui qui a renoncé justement à des structures monopolistiques, à un unilatéralisme abusif. Aujourd'hui, ce pouvoir acquiert de plus en plus, curieusement à travers la guerre, de plus en plus de légitimité et trouve une légitimité qu'il n'avait pas au début de la guerre, quand justement il avait pu affaiblir, dont son rôle négatif avait pu affaiblir la nation syrienne. Je laisse le mot de la fin au journaliste Yad Rouder. Sa rencontre m'a particulièrement touché. J'ai cru reconnaître en lui mon alter ego syrien. Comme moi, il était programmeur internet avant le début de la guerre. Et comme moi, il est devenu journaliste en 2011 par engagement citoyen. J'aime beaucoup le peuple européen et c'est un message d'amour et d'amitié à tous les Français. Même si ils sont contre la Syrie ou avec la Syrie, mais c'est un message ultime d'unité et d'humanité. J'ai appris à parler 5 langues européennes, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Pourquoi ? Parce que j'aime la culture européenne. Moi, j'étais ingénieur, alors je n'étais pas obligé d'apprendre. Vous parliez quel langage d'ingénieur, quel langage informatique? Je parle PHP et Visual Basic et un petit peu de ASP.
et JavaScript, bien sûr, comme client-side programming language. Mais alors, j'ai appris ces langues parce que j'aime la culture européenne. Mais moi, je suis triste que j'ai pas pu achever mon rêve, on dit. J'ai pas pu faire mon rêve à aller en France ou en Allemagne ou en Angleterre pour continuer mes études en astrophysique. Et parce que pour des raisons financières, parce que moi je ne suis pas saoudien, et encore pour des raisons politiques parce que je suis syrien. Shukran Jazira, et j'espère que vous pourrez bientôt aller en Europe de manière libre, et Inch'Allah. Et merci à vous et à votre site Cercle de volontaires. Et moi, je voudrais bien être un de ces volontaires. Avec grand plaisir. Merci. Merci.